30 secondes, c'est parti. La relation à la douleur. Comme d'habitude, si vous ne Florence, c'est bien, sont à moi qui vient. Avec un écho, je vous prie de nous excuser pour ce petit souci technique dû au mystère de l'Internet. Donc, pour nous passer un petit chat, posez vos questions, ou passer des commentaires. Allô, allô, vous m'entendez? On t'entend assez mal. Bon, d'accord. Donc voilà, vous pouvez utiliser le chat. Il suffit en bas de page de mettre le son et de nous dire que vous nous entendez bien. Je vais regarder. Bonjour à tous. Éteindre votre téléphone, oui, mais on a un petit souci de son. C'est ça la problématique en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit test technique. Excusez-moi, j'en ai pour. Ça y est, on est remis. Parce qu'il faut que je vérifie moi, pas du tout, un petit TC son. Voilà, tout simplement. Veuillez patienter une petite dizaine de secondes. Tu n'entends plus Pascal? Moi, je te l'entends très bien. D'accord. Voilà, Fabienne, qui nous écoute, dit bon, très bon. Tant mieux. Salut. Salut Fabienne. Bon. Donc, on va enchaîner, parce qu'on a un petit souci de son, je vous prie de nous en excuser. Donc, je suis Pascal Lacoste, mon métier, c'est la formation à distance. J'interviens dans la création de MOOC, de module nous avons des gens d'un peu partout, comme c'est agréable. Tout ça par Internet. Et j'ai participé notamment à la conception du MOOC sur le myélome, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque vous faites partie de l'association. Je suis également éditeur du livre blanc de la gériatrie française, entre autres. Et donc, je serai animateur de cette soirée. Laurent prendra peut-être mon relais parce qu'effectivement, il y a un petit souci de son. Mais bon, on va s'organiser en fonction. L'objectif ce soir, c'est de vous proposer 3 pratiques. Ce sont des pratiques non médicamenteuses qui sont reconnues scientifiquement, que vous pouvez utiliser soit seul, soit en groupe, mais surtout, c'est quand et où vous voulez. Il s'agit de la pleine conscience, de la méditation et de la psychologie positive. Pour en parler, nous avons 2 personnes ce soir. Donc Laurent, qui est vice-président communication de la F3M, qui est aussi à l'initiative de cette webconférence parce qu'il est atteint d'un myélome. Il souffre aussi de douleurs chroniques et dont il a réussi à diminuer l'intensité grâce à la pratique, notamment de la méditation et de la pleine conscience. Florence est coach professionnelle, elle est diplômée en psychologie, certifiée en pleine conscience et en psychologie positive, et elle pratique la méditation depuis plusieurs années maintenant. Elle a commencé suite à une chirurgie thoracique qui l'a immobilisée pendant des mois, avec de violentes douleurs, qu'elle a maîtrisées un petit peu comme tout le monde grâce à la morphine et au tramadol. Puis, ces 3 pratiques lui ont permis de diminuer petit à petit les souffrances, diminuer la médication, jusqu'à un arrêt complet de la médication. Si vous avez des questions, effectivement, pendant la webconférence, nous les remonterons, on va dire, pratique après pratique, donc en 3 étapes. Je vais passer la question à Laurent Gillot pour qu'il nous dise justement pourquoi cette webconférence. Bonjour à tous. Donc, Laurent, je suis à depuis 2015. J'ai eu beaucoup de douleurs depuis le début. Le diagnostic d'ailleurs. Si j'ai voulu faire cette webconf et aborder ce problème de la douleur sous cela, c'est que la douleur, elle est, comment dire, elle est secondaire, du même nom. La priorité, d'abord la typique ou la c'est les résultats du traitement. Et
soit de la traiter par l'équipe médicale, ou soit le malade de signaler ce qui nous gêne. Donc moi, en tant que malade, j'ai eu souvent l'occasion de... j'ai été traité, je suis toujours traité en tramadol, j'ai eu de la morphine également, mais j'ai aussi, grâce à l'équipe antidouleur du CHU où j'étais suivi, j'ai pu découvrir d'autres approches, et notamment la méditation, mais pas seulement. Nous n'avons plus personne. Je vais oui, Laurent, tu m'entends? C'est bon, ouais, je t'entends. Vas-y, oui. Continue. Est-ce que tu peux passer la parole à Florence pour qu'elle va commencer sur la pleine conscience? Parce qu'en fait, Florence ne m'entend pas. Okay. Donc, Florence va intervenir sur la pleine conscience, la spécificité de la pleine conscience. Oui, bonjour. Donc, la pleine conscience, c'est l'attention et la présence dans l'instant que l'on est en train de vivre. La pleine conscience signifie être pleinement attentif et conscient de ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Ça veut dire que je pose mon attention de façon volontaire et de façon intentionnelle sur le moment présent, sans jugement ni réaction. La pleine conscience est apparue dans les années 70 aux États-Unis grâce à John Kabat-Zinn et dans le milieu médical, et notamment au départ pour gérer les troubles importants de stress et de dépression, puis très rapidement dans l'accompagnement de maladies et de souffrances chroniques. Donc la pleine conscience, effectivement, comme sur ce dessin que je vous ai choisi, vous montre bien de façon significative de quoi on parle. Cette personne qui va se promener avec son chien, elle a la possibilité ou bien d'être en pilotage automatique sur le plan mental, elle laisse son cerveau produire des pensées sur des ruminations, sur ce qu'elle va faire plus tard, sur ce qu'elle a fait hier, sur ce qu'elle aurait dû faire ou ce qu'elle devrait faire, etc., plutôt que de regarder si elle est en pleine conscience ce qui est autour d'elle, et en l'occurrence ces 4 jolis arbres verts et ce rayon de soleil, ou si elle est en pleine conscience, elle pourra apprécier la luminosité, les reflets des rayons posés sur les couleurs environnantes, mais également la chaleur que représente ce soleil. Donc c'est effectivement un choix de dire je me concentre sur l'instant présent et de ne pas rester en pilotage automatique. Alors pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, j'arrête de me focaliser sur la douleur ou sur la peur de la douleur. Certes, la douleur fait partie de la réalité d'une personne qui souffre de douleurs chroniques. Ça ne sert à rien de le nier. Simplement, cette personne ne se résume pas uniquement à sa douleur. Sa réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complète. Il s'agit d'être dans l'instant présent, de tout ce qui l'entoure, des odeurs, des sons, des gens qui sont autour d'elle. Et donc, ça permet de ne plus se focaliser uniquement sur la douleur, mais sur l'intégralité de l'instant présent. Ainsi, de la même manière, ne pas avoir peur du retour de la douleur. Ce qui n'est pas la réalité, puisque il suffira d'attendre que si la douleur revient, pour avoir à la gérer. À quoi sert de rajouter de la souffrance à la douleur? La pleine conscience permet de gérer justement ces différents aspects du rapport à la douleur. Elle permet donc, comme on le disait, d'avoir des stratégies d'attention sur ce qui nous entoure, sur ceux qui nous entourent, et d'éviter les stratégies d'adaptation ou de distraction, c'est-à-dire comment vais-je faire pour oublier que j'ai mal, comment vais-je faire, est-ce que je vais écouter de la musique ou est-ce que je vais essayer d'adapter mon corps pour ne plus avoir mal. En fait, c'est extrêmement épuisant, ça ne sert à rien parce que ce sont ce qu'on appelle des stratégies d'évitement ou des stratégies de déni de la réalité. Or, la douleur fait partie de la réalité. Donc, autant vivre avec plutôt que d'essayer d'éviter cette réalité. Comme on le disait précédemment,
elle permet également pour des personnes qui souffrent de douleurs chroniques de sortir des ruminations, de toute façon je suis sûre que je resterai malade, ou attention elle va revenir, ou brasser des idées noires. Être focalisé sur l'instant, sur ce qui se passe quand on est en train de le vivre, permet de sortir de toutes ces ruminations et ce pilotage automatique comme on l'appelle. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'améliorer ce qu'on appelle le bien-être psychophysique, c'est-à-dire à la fois mentalement, à la fois physiquement, et ainsi de s'apaiser. Alors, avant de commencer les pratiques, quelques exercices, j'aimerais justement, puisque le premier concerne notre ami Laurent, que Laurent nous partage, lui, son expérience de la pleine conscience, puisque je sais, parce qu'il me l'a confié, qu'il l'a pratiqué et qu'il y trouvait du bien-être. Alors, voilà. Vous m'entendez, oui? Donc, la pleine conscience, je la pratique beaucoup en marchant. C'est-à-dire que je marche beaucoup. Et on dit souvent marcher, c'est bien, mais penser à tout ce qui m'arrive, à tout ce qu'on a fait dans la journée, etc. Et en fait, de ça, pas sur toute la marche, mais à un moment donné, je me donne, je débranche de toutes mes pensées, enfin, j'essaye, et je me focalise sur ce qui m'arrive, sur ce que je vois, sur le comportement. Par exemple, aperçu, le champ actuel, qu'on entend plus loin de ce qu'on entend plus large que ce qu'on voit, par exemple. Et il y a aussi tout ce qui est les odeurs, ce qui est la vision, et se promener comme ça des fois ça dure simplement 5 minutes, 10 minutes, et après je reviens dans la marche habituelle, dans la marche aussi de mes pensées, dans tout ce qui m'envahit. Mais se couper comme ça, ça soulage, ça... Avoir aussi conscience de mon corps qui bouge, par exemple, de la marche, du mouvement de la marche, conscience de la respiration. Oui, les odeurs, comme dit Aurélie, les odeurs, ça aide beaucoup. Les oiseaux, enfin, moi j'ai la chance de marcher beaucoup en campagne, mais en ville, ça marche de la même façon. Sans jeu de mots, ça marche de la même façon. C'est-à-dire que grâce à la F3M, je me balade souvent dans Paris, et de regarder, est-ce que je marche en pensant tout seul, en pensant tout ce qu'il y a dans ma tête, ou est-ce que je marche en regardant les gens qui sont autour de moi? Voilà. C'est cette approche-là qui, de temps en temps, fait du bien et permet un peu de se prendre du recul par rapport à ce qui est en moi et ce qui m'arrive. Merci Laurent. Tu peux redonner la parole à Florence. Je vais lui remettre son micro, effectivement, parce qu'il y a vraiment des échos. À toi, Florence. Oui, Laurent, c'est le fait qu'effectivement, il n'est pas question de performance, il n'est pas question de dire je vais être tout le temps en pleine conscience. Même si on arrive à être 5-10 minutes, le temps qu'on peut, ce temps-là est déjà une reconnexion à l'instant présent et apaise le mental, notamment des personnes qui souffrent de ces douleurs. Donc là, vous avez quelques exercices que je vous ai mis, qu'on peut faire en atelier si on avait l'occasion de faire des ateliers. Effectivement, marcher en pleine conscience, Laurent vous en a parlé, entendre le crissement, l'épaisseur du lit, des feuilles, les couleurs, et être vraiment dans les odeurs de cette forêt, c'est effectivement très ressourçant. De la même manière, vous voyez les images que je vous ai mis, donc cette jeune femme qui ferme les yeux pour sentir les odeurs de l'assiette qu'elle a devant elle et sentir les odeurs pour profiter de l'instant qu'elle est en train de vivre en exacerbant ses sens et en mobilisant ses sens autour de ce qu'elle mange. Ça peut être visuel au travers des couleurs qui sont dans l'assiette, mais ça peut être également quand on pique un aliment et qu'on le met dans la bouche, sentir si la sensation est sucrée, salée, est-ce que c'est juteux, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça prend de la place, est-ce que ça n'en prend pas, est-ce qu'il faut accentuer pour mâcher, etc. Il y a des petits exercices. En fait, il s'agit d'entraînement et on arrive de plus en plus avec de l'entraînement à vivre en pleine conscience. De la même manière, vous voyez cette personne qui cuisine
cuisiner en pleine conscience et sortir de ses ruminations mentales pour se concentrer sur la recette qu'elle est en train de réaliser, regarder les différentes couleurs de ses légumes, les différentes formes, les différents volumes, les différentes aspérités, sentir les odeurs des herbes qu'elle est en train de couper et profiter en même temps des bruits, peut-être il y a de la musique derrière, peut-être entend-elle des bruits, peut-être, peu importe, la réalité du moment présent. La vaisselle, alors la vaisselle on connaît ça depuis longtemps comme méthode anti-stress. Mais on peut effectivement faire la vaisselle en pleine conscience, en sentant l'eau, la température de l'eau, l'éponge, l'assiette qu'on est en train de laver. C'est pareil quand on prend une douche, on peut se concentrer sur les sensations corporelles. Et je vous ai mis un petit réveil. Alors le petit réveil, c'est très sympathique. En fait, c'est un exercice que j'ai appris quand je passais ma certification. Et il s'agit en fait de mettre une alarme 3 fois par jour qui vous alerte pour que vous vous arrêtiez un moment de faire ce que vous êtes en train de faire et vous mettre en pleine conscience de ce qui vous entoure, des bruits, des odeurs, de ce que vous voyez, de tout ce qui est autour de vous, pour s'exercer à justement vivre en pleine conscience. Il y a de nombreux autres exercices, mais sachez que c'est un entraînement et que il ne s'agit pas de force du psychisme comme j'ai pu le lire, il simplement de dire je choisis, de la même façon que je me concentre quand je lis, je choisis de porter mon attention sur ce qui est là. Donc je vais par exemple vous proposer de faire un petit exercice, si vous voulez. On va faire un petit exercice de pleine conscience et vous allez faire cette expérience puisque vous êtes dans cette webconférence et que vous êtes prêts pour une petite expérience de 3 minutes en pleine conscience. Donc l'idée c'est de prendre conscience et l'objectif c'est que de comprendre que, vous voyez, il y a 10 minutes quand on a commencé cette conférence, nous avions 10 minutes de futur. Ce futur est déjà passé dans le passé. Et avoir conscience que chaque instant de notre futur s'écoule dans le passé nous amène à essayer de vivre pleinement la seule chose que nous avons, c'est-à-dire l'instant présent. Alors commençons par nous installer ensemble, si vous le voulez bien, dans cet instant que nous partageons tel qu'il est là. Hein. Pendant cette webconférence, et qu'il soit... Et quel que soit ce moment, quel que soit l'endroit où vous soyez, que nous lui accordions notre pleine attention. D'abord, pouvez-vous prêter attention au téléphone, ou à l'iPad, ou à l'ordinateur au travers duquel vous regardez cette conférence? Quel volume ça prend dans votre main? En quelle matière est-il? Si c'est un ordinateur que vous regardez, vous pouvez toucher la matière du clavier. Vous pouvez regarder également tous les objets qui se trouvent autour. Est-ce que vous avez un mug, un livre, ou même si vous êtes dans un lit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez au mur? Est-ce que vous avez un tableau, une lumière? Quels sont tous les objets qui peuvent vous entourer et qui vous semblent habituels et donc parfois on n'a pas forcément conscience, et où justement il s'agit en pleine conscience de se rendre compte que les choses, à chaque fois qu'on pose un regard dessus, peuvent avoir un aspect différent. De la même manière, est-ce qu'il y a des bruits dans la pièce où vous êtes? Est-ce que ces bruits viennent de l'intérieur de la maison ou bien est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? Et puis, est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des odeurs qui vous entourent ou bien qui vous parviennent? Juste les sentir dans leur variété, comme les sons dans leur variété, sans les nommer, juste ils sont là. Et ils font partie de cet instant présent, au même titre que les objets, au même titre que ce que nous partageons. C'est ça, l'instant présent. Et si des pensées traversent votre esprit, est-ce que vous pouvez ramener votre attention sur justement le moment que nous sommes en train de partager, à savoir cette webconférence. Donc en fait, vous voyez, il s'agit simplement de
concentrer son attention et de prendre le temps de poser son regard sur tout ce qu'on a autour de nous. Voilà, on va enchaîner sur la deuxième pratique, qui est la pratique de la méditation. Alors, de la méditation en pleine conscience. de la pleine conscience, nous arrivons de façon assez logique à la méditation en pleine conscience. Comme je vous le disais, la pleine conscience est arrivée grâce à Jon Kabat-Zinn aux États-Unis dans les cliniques anti-stress, puis très rapidement auprès des maladies, d'autres maladies, comme ressource. Et la méditation s'est avérée très vite complémentaire. Alors la méditation, c'est une pratique millénaire hein, qui nous vient d'Orient et qui est arrivée en France, qui a commencé à être pratiquée grâce à un moine vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh et qui a commencé à faire pratiquer la méditation en pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est hein la pleine conscience, c'est une technique donc, qui consiste à s'arrêter et à observer, les yeux fermés ou pas, d'ailleurs, ce qui se passe en soi. La première chose, c'est la respiration. On se connecte à sa respiration, à ses sensations corporelles. On voit le flot de ses pensées passer. On ressent des émotions positives, négatives. Et on voit également tout ce qui se passe autour de soi, les sons, les odeurs, simplement observer. Donc c'est une technique effectivement de reconnexion à soi, mais c'est aussi une pratique thérapeutique reconnue scientifiquement et très utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les cliniques, et plus seulement pour le stress, l'angoisse ou l'anxiété, puisque c'est au départ, notamment en psychiatrie, qu'on a utilisé cette pratique, dans le cadre médical, bien sûr, mais aujourd'hui, elle est utilisée dans le cadre de pathologies sévères. Alors, effectivement, je vous ai marqué cancérologie, rhumatologie, cardiologie, mais également dans le cas de polyarthrite, de fibromyalgie, dans de nombreux champs. La méditation en pleine conscience, c'est une ressource pour tous et pour chacun. Pas seulement pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Et quand on parle de douleurs chroniques, entendons-nous bien, ce sont des douleurs chroniques qui peuvent être physiques ou psychologiques, bien sûr. Donc, la pleine conscience, pour imager, nous avons notre ami Laurent qui peut-être peut témoigner tout de suite, ou bien tu prends la parole parce que je sais que tu médites, toi, Laurent, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment intéressant que tu partages ton expérience avec nous. Oui, et puis notamment par rapport à des questions, à des remarques qui ont été faites tout de suite sur la pleine conscience et sur la méditation. C'est-à-dire que parfois on parle, là moi je parlais lorsque je marchais seul, je médite aussi seul, mais on peut aussi le faire en groupe. Hein, il y a des groupes de méditation qui existent, donc c'est pas forcément quelque chose qui se fait seul. Et marcher à plusieurs en pleine conscience, c'est possible aussi. Donc voilà, moi la méditation, je l'ai pratiquée pendant 1 an dans un groupe. Hein, dans un groupe qui n'était pas du tout un groupe de malades. Il y avait des gens malades, il y avait des gens pas malades, il y avait des jeunes, des vieux, hein, donc tout mélangé. Et cette approche de partage du même moment de la méditation était quelque chose d'important. Par rapport à la douleur, la méditation à la maison me permet à un moment donné de prendre du recul et de regarder un peu ma douleur, d'être moins envahi par la douleur. Et d'être à un moment donné, je suis capable notamment, et là, à la respiration, il y a pas mal de gens qui parlent dans les questions avec le yoga, avec les autres pratiques, l'importance de la respiration. Et en effet, par la respiration, avec la méditation, de voir un peu, de vivre un peu différemment ce qui m'arrive à l'intérieur du corps. Également, quand on nous parle sur la sophrologie, qui sont des méthodes de respiration, l'intérêt de ces 3 pratiques que nous vous présentons aujourd'hui, c'est que vous pouvez les faire seuls. Vous n'avez besoin de personne pour faire, contrairement à l'hypnose, la sophrologie ou d'autres méthodes qui peuvent s'avérer efficaces. Ce sont des pratiques que vous pouvez faire seuls, que vous maîtrisez et que vous pouvez faire partout, n'importe quand vous le décidez, quand vous le souhaitez ou quand vous en ressentez le besoin.
Alors, pour les personnes atteintes de douleurs chroniques, et pour les autres aussi d'ailleurs, il s'agit d'utiliser ce que j'appelle notre amie, qui est aussi celle qui nous fait vivre, c'est la respiration. Hein. Quel que soit l'endroit, je sais que chez moi, par exemple, ça est devenu automatique. Je suis en voiture, si on me conduit et que je ne parle pas, je me connecte à ma respiration. Je marche, je me connecte à ma respiration. Je peux m'asseoir et me connecter à ma respiration. Cette respiration, c'est mon attention posée sur elle, qui permet de se poser, de se reconnecter à soi et au présent. D'où le rapport entre la méditation et en pleine conscience, où vous retrouvez effectivement des éléments qu'on a déjà abordés dans la pleine conscience. Donc, c'est sortir, c'est exactement comme ce que nous disions tout à l'heure, cesser de spéculer, de ruminer le passé, de projeter le futur, de se dire je vais faire ça. Bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter de réfléchir. Il s'agit simplement, si je décide de réfléchir, de réfléchir. Si je décide de faire la cuisine, de faire la cuisine. Si je décide de méditer, je me concentre sur ma respiration, je me connecte à moi-même et je me connecte à toutes mes sensations corporelles. Parce que la méditation, c'est une pratique qui est, comme je vous l'ai mis, éminemment corporelle. Il s'agit bien sûr de se connecter à sa respiration, mais de se connecter à toutes les sensations de son corps, aussi bien des sensations plaisantes que déplaisantes. Alors, on a plusieurs façons de se connecter à son corps. On utilise par exemple le scanner corporel. Le scanner corporel qui consiste, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, si par exemple on est assis, de prendre conscience de la position de ses pieds et de remonter des pieds jusqu'à la tête, doucement, en passant par les chevilles, puis les mollets, puis les genoux, puis les points d'appui sur cette chaise, par exemple, le dos appuyé, les sensations avec les tissus, et puis repérer aussi les zones de gêne ou les zones de douleur ou les zones dans lesquelles on ne ressent rien, pas particulièrement quelque chose. Donc, on a plusieurs méthodes et je sais que toi, Laurent, notamment, tu utilisais le scanner corporel, n'est-ce pas? Voilà. Oui, tout à fait. Le scan corporel, c'est quelque chose que j'utilise notamment pour les douleurs nocturnes. Quand je suis réveillé par les douleurs et la douleur la nuit, et on l'entend encore nettement plus, elle nous envahit encore nettement plus, c'est de repartir sur un scan corporel pour me rendormir. Ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire je ne pense pas seulement à l'endroit où j'ai mal, mais je prends conscience de l'ensemble du corps, petit bout par petit bout, et je contourne à la limite l'endroit qui me fait mal. Voilà. Mais ça fonctionne, voilà, ça fonctionne pas toujours complètement. Je rappelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pratique tout ça et j'ai pour autant gardé les antidouleurs médicamenteux, tramadol, etc. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre parce que la méditation, elle ne transforme pas votre réalité. Elle ne va pas enlever la maladie, elle ne va pas enlever les douleurs, mais elle va transformer l'expérience et la perception qu'on a de cette réalité. Donc, elle va permettre d'augmenter la résistance à la douleur et elle va permettre de modifier la perception que l'on peut en avoir et ainsi la diminuer. On sait par exemple que des personnes qui pratiquent régulièrement la méditation ont une perception de la douleur qui peut baisser jusqu'à 43%. C'est énorme. La méditation apporte aussi beaucoup d'apaisement mental et permet d'avoir du recul, un contrôle émotionnel et surtout de générer des émotions positives. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de négatif, mais simplement, si je suis triste, je laisse passer cette émotion qu'on peut qualifier de négative, en tout cas c'est une émotion, et je sais qu'à un moment donné, je ressentirai autre chose.
Donc, la méditation offre une sérénité intérieure qui modifie vraiment l'approche qu'on a des difficultés. Donc, ce que je voudrais vous proposer maintenant, si vous êtes d'accord, c'est qu'on partage pendant 5 minutes une expérience de méditation en rapport avec la douleur. Effectivement, on s'est rendu compte dans des études en Suisse que, notamment, par exemple, quelqu'un ayant une très forte douleur au poignet, quand il médite et se concentre sur son autre poignet non douloureux, puis revient sur son poignet où il a mal, eh bien, la sensation de douleur est amoindrie. Donc, si vous voulez, je vous propose 5 minutes, une petite expérience de méditation. Donc, je vous invite à vous installer dans la position qui vous est la plus confortable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Ou vous pouvez poser votre regard sur un point, au loin. Je vous invite à observer votre respiration sans la modifier. Et sur l'endroit où vous ressentez le plus son va-et-vient. Est-ce au niveau de votre cage thoracique qui se soulève puis s'abaisse, au niveau de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle? Est-ce au niveau de votre nez où vous sentez le souffle entrer et sortir de vos narines? Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur les points d'appui de votre corps, en commençant par vos pieds. Ressentez les parties les plus en contact avec le support, quel qu'il soit, au niveau des pieds. Est-ce que c'est le talon que vous sentez? Est-ce la plante des pieds? Est-ce le bord du pied? Remontons au niveau de la cheville, puis au niveau du mollet. Quelle sensation ressentez-vous si vous êtes couché de l'enfoncement, par exemple, des mollets, ou bien si vous êtes assis, le tissu? Puis vos cuisses, par exemple, sur la chaise, appuyées, comment s'enfoncent-elles dans ce support? Et vos fesses, et votre dos. Maintenant, est-ce que vous pouvez poser votre attention sur un endroit ou une région de votre corps qui ne soit pas du tout douloureuse à cet instant précis? Comment sont les sensations dans cette région du corps? Et peut-être en même temps que les sensations de la respiration, si vous êtes toujours en même temps connecté avec votre respiration. Est-ce que ces sensations dans cette région, donc qui ne vous fait pas souffrir, sont douces? Est-ce qu'elles sont apaisantes? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et maintenant, déplacez votre attention sur un endroit de votre corps qui vous fait mal. Ou bien vous ressentez une gêne en ce moment. Est-ce que vous pouvez tourner votre attention, même pour le plus bref instant, sur cet endroit et vers l'intensité des sensations liées à cette gêne ou à cette douleur? Pouvez-vous y rester un instant? Ou au contraire, préférez-vous vous en éloigner? Et dans ce cas, reconnectez-vous à votre respiration et à son va-et-vient dans votre corps. Que se passe-t-il après cette incursion vers la douleur? Ressentez-vous de l'inconfort? En tout cas, vous venez de faire le premier pas vers le développement d'une relation nouvelle, potentiellement thérapeutique avec votre douleur.
La méditation, comme la pleine conscience, c'est un processus qui vous permettra de ne plus considérer votre douleur comme une ennemie à combattre, mais et contre laquelle vous allez vous épuiser à lutter, ce qui ne changera rien du tout, mais comme une amie, car elle est une partie de votre réalité, et qu'il s'agit de tisser le lien le plus apaisant et le plus apaisé avec elle. Voilà pour cette expérience de méditation. J'espère que elle vous donnera envie de poursuivre cette expérience et on pourra ultérieurement éventuellement le faire au travers d'ateliers. N'hésitez pas à nous écrire par mail et nous dire un peu tout ce que vous pensez de tout ça, quelles attentes vous en avez, quels besoins vous avez également et comment vous vivez, si vous les pratiquez, ces deux expériences. Ok, on va passer à la troisième partie, donc qui est la psychologie positive. Maintenant, je vous propose de parler de tout à fait encore autre chose, qui s'appelle la psychologie positive. Alors ça, c'est beaucoup moins, on entend beaucoup moins parler, et surtout, la psychologie positive, ce n'est pas de la pensée positive. Alors ça, soyons bien clairs. La psychologie positive, alors la psychologie traditionnelle telle que vous la connaissez, étudie pourquoi les gens ne vont pas bien, pourquoi les gens souffrent, quels sont les mécanismes psychiques qui sont en cause, qu'est-ce qui fait que la psyché s'est structurée au point qu'ils souffrent, pourquoi ils traversent des événements avec difficulté, etc., etc. La psychologie positive, c'est un champ de la psychologie, mais qui a étudié, puisque Seligman, dans les années 60, a commencé à étudier les conditions psychologiques d'une personne qui se dit heureuse, d'une personne qui trouve sa vie satisfaisante. Qu'est-ce qui fait qu'une personne trouve que sa vie a du sens et qu'est-ce qui fait que elle a cette perception? Quelles sont les données? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la vie de tous ces gens? Donc, ce sont des études scientifiques qui ont été faites sur des dizaines de milliers de gens pour lesquels on a étudié et on a conceptualisé ce qui faisait que les gens étaient heureux ou pas. Heureux, évidemment, dans le sens d'éprouver de la satisfaction, du sens dans sa vie. Donc, le but de la psychologie positive, c'est d'aider les personnes à construire une vie heureuse par des interventions positives, c'est-à-dire que plutôt que de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les difficultés ou alors sur une analyse interminable du passé, et là vous reconnaîtrez la psychanalyse. Donc la psychologie positive, ça permet de vivre le plus heureux, le plus épanoui et en phase avec soi-même. Alors, je crois, Laurent, toi comment tu utilises la psychologie positive dans ton quotidien? Alors, on parle en pensée positive. Question difficile. Avant de parler de mon expérience, dans les remarques, dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, en fait, c'est d'arrêter d'avoir un regard négatif sur les choses. Je ne retrouve plus exactement le terme qui était employé, mais c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'avoir un myélome, si on avait pu éviter, je pense que tous les malades qui sont en ligne l'auraient fait sans aucun problème. Mais en même temps, aujourd'hui, on est là avec cette maladie, et avec cette maladie, on essaie de trouver ce qui peut être... voilà, moi, avec le myélome, j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés et que je suis content d'avoir rencontrés. J'aurais préféré les rencontrer sans myélome, mais je les ai rencontrés avec le myélome. Et c'est quelque chose de positif et de constructif. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans
dans ma vie de malade qui sont, bah, qui sont belles et alors là, tu as employé le mot de bonheur, heureux, etc. C'est compliqué à utiliser quand on est dans le cadre de la maladie. Oui, je tousse, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une trachéite. Voilà, c'est pas méchant. Voilà, enfin moi, tout ce qu'on fait dans l'association, par exemple, il y a souvent, on nous dit, mais, allez, moi je suis en rémission, maintenant en rémission, tu ne devrais plus penser à la maladie, fais autre chose, tu as autre chose à faire que de penser au myélome, t'as pas... Mais pour moi, penser, enfin, être, d'abord, il y a la douleur qui me rappelle toujours que le myélome est là, et puis ensuite, je fais plein de choses positives et de choses agréables avec ce myélome. L'association, tout ce que je peux faire avec l'association, j'étais dans multiples associations avant d'être malade, dans d'autres associations, et je continue ma vie associative au sein de l'association du myélome, mais ça pourrait être dans d'autres domaines. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il est intéressant de comprendre que la psychologie positive, je reviens sur le fait que ça n'est pas de la pensée positive. Parce que la pensée positive, c'est encore vous forcer à vous dire non, je vais pas, je dois voir. Alors, effectivement, c'est bien d'essayer de voir le bon côté des choses, c'est bien de voir la moitié du verre plein et la moitié du verre vide, mais comment organiser sa vie pour ressentir de la satisfaction? Eh bien, la psychologie positive s'articule autour de 5 piliers qu'il s'agit de développer dans tout son quotidien. Le premier, ce sont les émotions positives. Eh bien oui, soyons en quête d'émotions positives. La joie, le rire, l'amusement, se sentir fier, être inspiré, s'émerveiller des choses qui nous entourent, savoir garder l'espoir, s'intéresser à des choses, tout ce qui est surtout, ce qui est fondamental, c'est la gratitude. La reconnaissance est un des fondements de la psychologie positive et notamment, il est intéressant de savoir que si tous les soirs, vous vous posez la question de savoir en quoi vous pouvez être reconnaissant de cette journée, vous verrez que vous trouverez toujours quelque chose de joli que vous aurez vu, quelqu'un à qui vous aurez parlé, quelque chose de doux qui se sera passé, ne serait-ce que le fait de se dire mais j'ai une maison, j'ai un lit et j'ai quand même une certaine facilité de vie et savoir être reconnaissant de ce que nous offre la vie et les autres. Donc, le premier pilier, c'est cultiver ses émotions positives. Le deuxième, c'est l'engagement. L'engagement, ça peut être dans sa famille, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une association, ça peut être dans un groupe, ça peut être dans une communauté. C'est effectivement comme quelqu'un qui demandait si être bénévole à F3M, eh bien oui, c'est de l'engagement et ça donne du sens. C'est un engagement qui apporte de la satisfaction, pardon, et qui permet de se sentir mieux. Donc avoir un engagement comme ça, des petits, des plus grands, mais s'engager, c'est s'impliquer dans. Le troisième pilier, ce sont les relations humaines positives. Et oui, entretenir des relations constructives et bienveillantes, choisir ces relations-là, pardon, aussi décidément la trachéite de Laurent est contagieuse, et se libérer des contraintes relationnelles provoquant des émotions négatives. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a des gens dont on ne peut pas se débarrasser, dans la famille, où on ne peut pas, comme ça, oui, où on rencontre des gens, on sort, bien sûr, on est confronté à des gens qui se plaignent, qui ne vont pas bien, qui ont un mauvais état d'esprit, qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas... Ok. Qui ne correspondent pas à nos valeurs. Très bien. Mais cultivons et entretenons, essayons d'abord de les éviter au maximum, et entretenons celles qui sont constructives et bienveillantes. Parce que celles-ci nous donnent de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie d'être et de partager. Donc, c'est un des fondements, un des piliers
et un des fondements de la psychologie positive, en tout cas, c'est ce que l'on remarque en troisième élément chez les gens qui sont heureux, que l'on a pu étudier. Le quatrième pilier, c'est le sens de la vie. C'est avoir des buts, avoir des objectifs, avoir des projets. Peu importe, on peut avoir des... Suivant comment on va, on peut avoir des grands projets et dire tiens, je vais faire ça ou je vais organiser un voyage ou j'ai pour objectif d'apprendre ça, ou bien je peux avoir comme but de tricoter un pull pour mon petit-fils si je peux, ou bien avoir des buts et des objectifs et des projets qui nous permettent, même si on est malade, de dire ben, tiens, quand je vais aller un peu mieux, j'ai envie de faire ça. Garder l'envie de faire, l'envie de se fixer et se fixer des buts. Et l'accomplissement, qui est donc le dernier pilier de la psychologie positive, c'est atteindre justement ces objectifs, c'est réaliser ces projets. C'est effectivement ressentir la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir atteint un objectif qu'on s'était fixé. Et ces 5 piliers, qu'on appelle en anglais PERMA, puisque c'est un psychologue, enfin plusieurs psychologues américains qui ont théorisé ça, mais nous avons de grands, en France, Rebecca Shanklang, que vous pouvez lire, Christophe André, bien sûr, qui pratique, même dans le champ médical, aussi bien la méditation, la pleine conscience, la psychologie positive. C'est une ressource très importante. Alors, je vais vous donner, si vous voulez bien, des exemples. Des exemples d'exercices que vous pouvez faire chez vous de psychologie positive. Alors, par exemple, eh bien, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, exercer le soir, chaque soir, exercer la gratitude que l'on a pour la journée que l'on vient de passer, en trouvant 3 raisons de ressentir de la reconnaissance. Et si on peut, même c'est encore mieux d'avoir un carnet sur lequel on écrit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ». Est-ce que c'est un appel téléphonique? Est-ce que c'est un rayon de soleil? Est-ce que c'est une jolie chose qu'on a vue ou qu'on a lue? Est-ce que c'est des nouvelles de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que cette journée, malgré tout, je peux en extraire 3 raisons sans ressentir de la reconnaissance? Ça, c'est un premier exercice. Je peux vous proposer aussi de tenir ce qu'on appelle le carnet du bonheur. Alors, il s'agit, on utilise ça aussi en psychologie, et pas moi en coaching, je l'utilise, de tenir un carnet, on appelle ça de l'écriture expressive. Et il s'agit d'écrire pendant 5 ou 10 minutes, tous les jours, 5 minutes suffisent, juste ce qu'on a ressenti. Les émotions positives, mais également les négatives. Et l'idée étant de s'alléger de ces émotions négatives tout en s'emplissant des positives. Ce n'est évidemment pas un exercice d'écriture, hein, mais c'est un exercice d'expression qui permet d'évacuer d'évacuer le négatif pour garder les moments heureux que l'on a pu vivre. Alors, le 3e exercice, vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il est extrêmement positif et très efficace et très concret. Prenez soin de vous en listant les 5 activités qui vous font du bien. Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est aller marcher? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est partir en voyage? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que c'est manger ça? Qu'est-ce que c'est? Listez les 5 activités. Est-ce que c'est tricoter? Est-ce que c'est aller voir les copines? Qu'est-ce que c'est? Aller au resto. Et listez aussi les 5 qui vous épuisent mentalement ou physiquement. Et il s'agit de planifier une de celles qui vous apportent du plaisir, une par semaine. Si vous pouvez en faire 2, c'est encore mieux. Mais planifiez, prenez conscience de ce qui vous épuise pour essayer de vous
en débarrasser et par contre, inscrivez dans votre champ quotidien une activité qui vous fait du bien. C'est sportive ou pas, intellectuelle, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, comme autre exercice de psychologie positive, appeler ou inviter un proche pour partager un moment ensemble. Et se dire que même si on se connaît depuis longtemps, on a peut-être des choses à se dire ou à se regarder peut-être sous un autre angle ou à s'intéresser à la personne sous une autre forme. On peut aussi, autre exercice, choisir une action bienveillante qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne ou d'une communauté. Peu importe que ce soit une association, comme AF3M, que ce soit une personne dont on sait qu'en l'appelant, ça va lui faire du bien, que ce soit, peu importe, quelque chose qui soit une action bienveillante, où on donne de soi, où on donne de sa bonté, de sa générosité. Et puis le bonheur, ça a un parfum. Eh bien, choisissez le vôtre. Quel est celui qui vous fait plaisir de sentir chez vous? Eh bien, moi, par exemple, un de mes fils m'a offert une bougie au thé blanc qui sent divinement bien. Eh bien, depuis, j'en achète et j'en rachète et ma maison sent cette bougie au thé blanc parce que pour moi, c'est le symbole du bonheur que de ressentir ce parfum. Je l'ai choisi. Vous pouvez choisir le vôtre. Voilà, et rappelez-vous des petites choses qui vous font plaisir et activez tout ce qui peut vous faire plaisir. Je vois que certains d'entre vous disent que votre épouse malade, je vois Jean-Paul, pratique avec bonheur la psychologie positive et j'en profite, c'est merveilleux. Voilà, donc ces 3 pratiques sont des ressources que nous vous proposons aujourd'hui. Il n'y a pas à être excellent, il n'y a pas à être efficace, il n'y a pas de performance à chercher. On fait un peu, on fait ce qu'on peut, on fait ce que, quand on peut, comme on peut. Et l'important, c'est de savoir simplement que ces 3 ressources existent pour pouvoir s'entraîner. Donc, vous avez il y a des livres de psychologie positive, notamment de Tal Ben-Shahar, qui sont très efficaces. Vous pouvez télécharger l'application Petit Bambou si vous êtes débutant avec de nombreux programmes pour méditer, notamment si vous avez des insomnies, si vous avez des douleurs, il y en a même sur la douleur. C'est très efficace. En tout cas, je vous invite à profiter de ces trois pratiques pour aller le mieux possible. Bien, merci Florence et merci Laurent. Ben, nous sommes arrivés au bout de la conférence. Vous voyez, les 18h50. Donc, si vous voulez obtenir le document de la webconférence, vous voyez que s'inscrit sur l'écran le mail de Pascal qui se fera un plaisir de vous répondre, de vous l'envoyer. De la même manière, faites-nous des retours sur ce que vous avez pensé. Laurent, est-ce que tu veux… Oui, je voulais Laurent. Quelques remarques par rapport aux questions. Et puis notamment, il y a quelqu'un, son prénom m'échappe, qui est intervenu plusieurs fois pour dire la difficulté quelqu'un, moi je parlais que je suis en rémission, lui c'est Guy, voilà, qui n'est pas en rémission, c'est beaucoup moins facile d'avoir la pêche qu'on va toutes les semaines au CSU avoir un traitement, et qu'effectivement il n'y a pas de solution miracle, et voilà, c'est pas parce qu'on peut trouver des moments heureux dans notre quotidien aujourd'hui que de temps en temps on ne mesure pas tout ce qu'on a perdu avant la maladie. Guy parlait, je crois, dans une remarque, qu'il faisait lui beaucoup de sport. Voilà, on peut avoir perdu la capacité à faire son travail, on peut avoir toutes ces choses-là. Il ne s'agit pas de les minimiser. C'est vrai que c'est des choses très difficiles à vivre. N'empêche qu'à un moment donné, avec cette approche de psychologie positive, de la méditation, on peut vivre mieux l'instant présent.
et justement d'aller continuer d'avancer, d'avoir des projets. L'importance, je ne sais pas si tu l'as dit, dans ces, aussi je crois aussi dans la psychologie positive, important d'être en situation de créer. C'est pas parce qu'on voilà, avec le myélome, on continue d'être créatif, on est créatif dans nos relations, on est créatif dans nos productions, dans plein de choses, hein, dans l'écriture, voilà, il y a plein de façons de créer. Donc voilà. Moi, il n'y a pas il y a aucune obligation, mais c'est quand on essaye et que ça marche pas forcément tout le temps, pour tout le monde, à tous les moments, mais il y a des moments, toutes ces approches-là peuvent nous faire du bien et il faut vraiment pas je dirais, comment dire, s'en priver. Voilà. Donc, merci à tous. J'ai mis un petit mot parce qu'effectivement, il serait formidable de pouvoir prolonger cette webconférence en réalisant un MOOC. Donc, si des partenaires sont intéressés pour nous aider, nous accompagner dans cette démarche et pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde et faire du bien à des personnes qui ont des douleurs récurrentes, ça serait formidable. Donc, merci à tous. Merci Florence, merci Laurent, et bonne soirée, et appliquez peut-être ces techniques, et vous aurez le document. Alors l'idéal, c'est de m'envoyer un mail, et puis après, je pense qu'à travers la F3M, d'après ce que j'ai vu, Laurent vous mettra à disposition tous ces documents. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde.